Il y a un moment dans la vie où tu en as simplement marre. Tu en as marre d'être l'option secondaire, d'être disponible pour celui qui ne te cherche que quand ça lui convient, de rester à attendre des miettes d'attention comme si tu n'avais aucune valeur. Et quand cela arrive, tu prends la seule décision qui a vraiment du poids, disparaître. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas de discours dramatique, juste du silence. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Quand tu disparais, ce n'est pas toi qui perds. C'est l'autre personne qui commence à ressentir un vide qu'elle n'avait jamais imaginé. Parce qu'au moment où tu pars, tu déclenches un séisme émotionnel en elle. Il passe de l'indifférence au désespoir, de se croire inatteignable à se sentir oublié, de te regarder de haut à te chercher dans chaque coin de leur esprit. Et c'est là qu'ils comprennent. Ils n'auraient jamais dû te sous-estimer. Cette vidéo n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui cherchent à mendier de l'affection ou à rester coincés dans un cycle de dépendance émotionnelle. Cette vidéo est pour ceux qui sont prêts à reprendre leur pouvoir, pour ceux qui ont été traités comme une option et qui choisissent maintenant d'être la priorité dans leur propre vie. Parce que quand tu disparais sans préavis, ce n'est pas un simple au revoir, c'est un coup qui secoue, qui fait mal, qui laisse une trace. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe réellement lorsque tu prends le contrôle et que tu pars sans regarder en arrière. 1. Darde piquant laissé par le rejet inattendu. L'ego est un cristal fin déguisé en acier. Il se croit intouchable, sûr, avec la certitude absolue que tu seras toujours là, orbitant autour d'eux comme une planète sans volonté propre. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais envisagé dans leur arrogance, le moment où tu décides de disparaître. Et quand cela arrive, l'impact est si brutal qu'ils ne le voient même pas venir. Au début, ils essaient de le jouer cool. Tu ne réponds pas à un message, tu ne réponds pas à un appel, et dans leur tête, l'histoire suit le même scénario que toujours. Il est sûrement occupé, il reviendra, ce n'est pas grave. Ils se mentent à eux-mêmes parce qu'accepter la réalité signifierait affronter quelque chose qu'ils ne peuvent pas gérer, la possibilité que tu ne te soucies plus d'eux. Mais le problème est que le silence n'est pas un simple geste passif, c'est une arme, un dard empoisonné qui au début ne se sent que comme une légère piqûre, un petit désagrément, quelque chose qu'ils peuvent ignorer, jusqu'à ce que le temps passe et que la démangeaison se transforme en brûlure, la brûlure en anxiété, et l'anxiété en une blessure qui ne cesse de s'infecter à chaque minute de ton absence. Parce que ce n'est pas seulement que tu es parti, c'est la façon dont tu l'as fait, sans explication, sans préavis, sans une fin qui leur permette de s'accrocher à une histoire qui les favorise. Tu ne leur as pas donné l'occasion de se défendre, de justifier leur manque d'intérêt, de manipuler le récit pour que la faute soit la tienne. Et cela les détruit. Soudain, ce qu'ils prenaient pour acquis devient un mystère insupportable. Chaque jour sans réponse est une torture, un rappel que le contrôle qu'ils croyaient avoir était une illusion. Ils commencent à revoir les conversations passées, à chercher des signes qu'ils n'ont jamais vus. Ils repassent dans leur esprit chaque interaction, se demandant à quel moment tu as perdu de l'intérêt, qu'est-ce qui les a rendus insignifiants. Mais voici la vérité. Ce n'était pas un seul moment, c'était une accumulation de manquements, d'indifférence, d'un traitement qui n'a jamais valorisé ce que tu offrais. Ils pensaient qu'ils pouvaient jouer avec toi sans conséquence, que tu pouvais être laissé en attente, ignoré, traité comme une option secondaire, jusqu'à ce qu'un jour, sans préavis, le jeu se termine. Et le pire de tout, c'est que tu ne leur as pas donné la satisfaction du drame. Il n'y a pas eu de cris, pas de reproches, pas de suppliques pour de l'attention. Tu es simplement parti. C'est ce qui les détruit. Parce que pendant qu'ils se brisent dans leur désespoir de comprendre, tu avances sans regarder en arrière. Et c'est alors qu'ils comprennent. Le pouvoir n'a jamais été en eux. Il a toujours été en toi. L'absence est une ombre qui s'allonge avec le temps, et plus elle dure, plus son toucher se fait froid. Au début, ce n'est qu'un inconfort. Ensuite, elle devient une douleur lancinante.
Et quand ils acceptent enfin que tu es vraiment parti, que ta présence n'est plus là pour combler le vide qu'ils ont eux-mêmes créé, c'est alors que le dard s'enfonce jusqu'au bout. À ce moment-là, il est déjà trop tard. 2. Un miroir cruel qui oblige à faire face à l'autoréflexion. Quand quelqu'un disparaît sans prévenir, la première chose qui reste est le vide. Un espace muet, insupportable, qui s'étend dans chaque coin où il y avait auparavant de la certitude. Et avec le vide arrive le miroir, un reflet qui ne pardonne pas, qui ne déforme pas, qui ne permet pas de s'échapper. C'est là que commence le véritable châtiment. Au début, l'esprit essaie de résister. Il cherche des distractions, du bruit, n'importe quoi qui les aide à ignorer l'inévitable. Mais ça ne marche pas. La conscience est une ombre qui ne s'éteint pas. Peu importe combien de nouvelles conversations il commence, combien d'endroits il visite, combien de rires il force pour convaincre les autres que tout reste pareil. La réalité est toujours là, attendant qu'ils baissent leur garde. Et quand ils la baissent, tout explose. Les souvenirs qui semblaient insignifiants auparavant brûlent maintenant. De petits moments ressurgissent avec une clarté douloureuse. Ils se voient eux-mêmes ignorer des messages, répondre avec froideur, traiter celui qui est parti aujourd'hui comme s'il était dispensable. Et là, au milieu de cet incendie interne, la vérité devient insupportable. L'absence qui les tourmente aujourd'hui est la conséquence directe de leurs propres actions. Mais l'ego est têtu, il ne tombe pas si facilement. Il se bat, invente des excuses, essaie de maquiller le passé avec des justifications vides. Rien ne sert. Le reflet dans le miroir reste intact, leur montrant exactement ce qu'ils ont fait. Le poids de la culpabilité commence à s'infiltrer dans les jours et les nuits. Un malaise constant, un inconfort qui ne part pas. Ils essaient d'agir comme si de rien n'était, comme si l'indifférence était une option. Mais l'indifférence ne fonctionne que lorsqu'il y a une autre personne qui attend. Quand il n'y a personne de l'autre côté, tout s'effondre. Et c'est là que commence le désespoir. Non pas parce que l'autre est parti, mais parce qu'ils savent que cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. Certains essaieront de s'accrocher à l'espoir que tout est temporaire. Ils feront semblant de pouvoir récupérer ce qui a été perdu avec un message décontracté, un geste tardif, une excuse vide. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand quelqu'un disparaît vraiment, c'est parce qu'il a déjà brûlé tous les ponts. Le miroir ne ment jamais. Il ne montre que la vérité qui a toujours été là, attendant le moment où il n'y aurait plus d'excuses pour la cacher. Et la vérité est simple, il ne reste plus d'opportunité. Quand le reflet est insupportable, quand la culpabilité est trop grande, certains essaient de chercher du réconfort chez d'autres personnes, dans de nouveaux scénarios, dans n'importe quoi qui les fait oublier. Mais il n'y a pas d'échappatoire, parce que ce n'est pas l'absence qui les tourmente, c'est le sens derrière elle. La seule option qui leur reste est d'accepter ce qu'ils ont fait et vivre avec. 3. Poison lent d'une erreur sans retour. Les petites erreurs sont oubliées. Les grandes erreurs laissent des cicatrices. Mais il y a un type d'erreur qui est pire que tout autre, celle qui ne tue pas immédiatement, mais qui devient un poison lent. Au début, on ne ressent rien. Un léger inconfort, une idée passagère qui semble inoffensive. Mais avec le temps, cet inconfort grandit, s'infiltre dans la peau, s'installe dans l'esprit et ne cesse de brûler. Quand quelqu'un te perd, sa première réaction est de minimiser. Il se répète que ce n'est pas un gros problème, que si jamais il te cherche, tu seras là. Ils se convainquent qu'ils ont le contrôle, que tout reste pareil, que disparaître ne signifie rien. Mais les jours passent, et le poison continue son cours. Au début, ils ne le remarquent pas, ils se distraient, continuent leur vie, font semblant que rien ne se passe. Mais à un moment donné, quelque chose change. Le silence commence à peser, ils vérifient leur téléphone sans raison, ouvrent une ancienne conversation, lisent de vieux messages. Rien, aucun signe de toi, et c'est là que l'inconfort devient un véritable problème. L'ego essaie de résister, il veut croire que tout est une exagération, que le sentiment de vide est temporaire. Mais le problème avec le poison est qu'il ne part pas.
Ils s'installent dans la poitrine, dans la tête, dans chaque coin de leur tranquillité. Ils commencent à se souvenir des moments où ils ont ignoré, minimisé, joué avec la patience de celui qui n'est plus là aujourd'hui. Et chacun de ces souvenirs se sent comme un poignard qui s'enfonce de plus en plus profondément. Le regret est une condamnation lente, il ne frappe pas immédiatement, il s'infiltre peu à peu jusqu'à ce que soudain tout change. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de sécurité, il ne reste que la certitude que quelque chose s'est brisé pour toujours. Ils essaient de se convaincre qu'ils peuvent encore faire quelque chose, mais quand ils prennent le téléphone et écrivent un message, les mots ne sortent pas. Parce qu'ils savent que ce qui aurait été suffisant avant est maintenant inutile. Les excuses tardives sont inutiles lorsque l'autre n'écoute plus. Le poison continue d'avancer. Il commence à se faire sentir dans la routine, dans les moments de calme, dans la solitude de la nuit. Il devient un poids insupportable. Ils essaient de s'échapper en se distrayant, en s'entourant de gens, en remplissant le vide avec d'autres conversations. Mais peu importe. Ce qu'ils ont perdu reste là, dans leur tête, leur rappelant qu'ils n'auraient jamais dû jouer avec ce qu'ils n'étaient pas prêts à perdre. Le problème n'est pas seulement que tu es parti, c'est ce que signifie ton absence. Cela signifie que tu as appris à vivre sans eux, que tu n'as pas attendu d'explication, que tu ne leur as pas donné l'opportunité de réparer quoi que ce soit, que tu as fermé la porte sans faire de bruit. Et maintenant, ce sont eux qui doivent vivre avec les conséquences. Certains essaient de lutter contre la réalité. Ils essaient avec des messages déguisés en hasard, essaient de te provoquer, lancent des insinuations. Mais quand l'autre personne est vraiment partie, il n'y a pas de message qui puisse la ramener. Le poison atteint son point culminant lorsqu'ils acceptent qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas moyen de défaire ce qu'ils ont fait, que, peu importe combien ils veulent revenir en arrière, l'opportunité qu'ils avaient a déjà disparu. C'est la véritable punition. Ce n'est pas le silence, ce n'est pas le vide, ce n'est pas l'indifférence. C'est la certitude que ce qui était auparavant une option sûre est maintenant quelque chose qu'ils ne pourront jamais récupérer. Une erreur sans retour. Et pour ce type d'erreur, il n'y a pas de remède. 4. Dernier chapitre, qu'ils n'ont jamais espéré lire. Les histoires ne se terminent pas quand quelqu'un le décide, elles se terminent quand quelqu'un arrête de les écrire. Et rien n'est plus brutal qu'une fin qui arrive sans prévenir, une clôture abrupte qui laisse l'autre les mains vides, sans temps pour réagir, sans droit à un dernier mot. Quand tu disparais, tu ne le fais pas avec des avertissements ni des adieux cérémonieux. Il n'y a pas de discours émotionnel ni d'explications inutiles. Tu pars simplement. Et quand ils s'en rendent compte, l'histoire a déjà suivi son cours sans eux. Au début, ils ne l'acceptent pas. Leur fierté leur murmure que ce n'est qu'une pause, que tôt ou tard, l'histoire reprendra son cours comme elle l'a toujours fait. Ils se trompent en croyant que tout reste pareil, qu'ils ont encore du temps, qu'ils peuvent toujours reprendre le contrôle quand cela leur convient. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les opportunités ont une date d'expiration et la leur vient d'expirer. Le déni est leur première réaction. Ils font semblant de ne pas se soucier, que le vide que tu as laissé ne pèse pas. Mais le problème avec le silence, c'est qu'il a son propre langage, et quand l'absence persiste, quand il n'y a pas d'appel, ni de message, ni le moindre signe que tu continues à graviter autour d'eux, quelque chose en eux commence à se briser. Ils réalisent que cette fois, l'histoire ne va pas continuer. Ils commencent à remarquer ce qu'ils ignoraient auparavant. Ils ne font plus partie de ta vie. Et le monde continue de tourner comme si leur existence n'avait jamais eu de poids. Ils cherchent des signes qu'ils comptent encore, mais tout ce qu'ils trouvent, c'est de l'indifférence. Ils essaient de te provoquer, de sonder le terrain avec une phrase décontractée, avec une publication déguisée en indirect. Mais rien ne se passe. Le scénario ne les inclut plus. Et c'est à ce moment-là que le désespoir arrive. Car une chose est que tu les oublies. Une autre, très différente, et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus accès à ton monde. Et quand ils le comprennent, le coup est sec, brutal, irréversible. Avant, leur présence avait du pouvoir.
Leurs paroles influençaient, leurs actes avaient des conséquences. Mais maintenant, ils sont devenus un personnage secondaire dans une histoire qui continue sans eux. Et c'est la vérité qu'ils ne peuvent pas supporter. Les souvenirs deviennent leur pire ennemi. Soudain, ce qui semblait insignifiant pèse maintenant. Ils pensent à chaque moment où ils t'ont fait sentir invisible, à chaque occasion où ils auraient pu montrer qu'ils se souciaient de toi et ne l'ont pas fait. Et l'ironie la plus cruelle est que, maintenant, ce sont eux qui ont été effacés sans préavis. Le combat intérieur est inévitable. Ils sont tiraillés entre le besoin de récupérer ce qui a été perdu et la fierté qui les empêche d'admettre qu'ils ont fait une erreur. Certains essaieront de réapparaître, feignant la casualité, tentant leur chance avec une phrase répétée, avec une tentative désespérée de forcer une continuation. Mais peu importe ce qu'ils font, le livre est déjà fermé. La fierté qui les a autrefois fait croire qu'ils pouvaient aller et venir à leur guise devient maintenant un fardeau insupportable. Parce qu'ils n'ont plus de contrôle, ils n'ont plus de pouvoir. Tout ce qui leur reste, c'est le poids d'une histoire dans laquelle ils ont été remplacés. Et il n'y a pas de pire punition que de réaliser que le dernier chapitre a déjà été écrit et que, dans celui-ci, leur nom n'apparaît même pas. 5. Fracture invisible, qui détruit leur fausse importance. L'ego est un château de verre. Il peut sembler solide, imposant, inébranlable, mais une simple fissure au bon endroit suffit à tout faire s'effondrer sans remède. Et lorsque vous disparaissez sans prévenir, sans explication, sans laisser de traces, cette fissure s'ouvre au plus profond de leur sécurité. Ils ne le voient pas venir. Ils ne le ressentent pas au début. Mais peu à peu, les dégâts s'étendent, le poids devient insupportable, et quand ils s'y attendent le moins, tout se brise. Parce qu'ils se croyaient indispensables. Ils se nourrissaient de l'idée que leur présence dans votre vie était un fait, pas une option. Ils pensaient qu'ils pouvaient aller et venir à leur guise, que leur valeur était au-dessus de toute limite que vous pourriez imposer. Mais alors vous êtes partis. Pas avec colère, pas avec des reproches, pas avec le besoin d'être vu. Vous avez simplement disparu. Au début, ils ne le traitent pas. Ils continuent à se mouvoir avec la même arrogance, croyant que rien n'a changé. Il est sûrement occupé. Ça lui passera. C'est juste une question de temps. Mais le temps passe. Et chaque jour, sans nouvelles, sans réponse, sans signe de vie, le doute s'infiltre comme de l'eau glacée dans leurs os. Ils commencent à réaliser quelque chose de terrifiant. Leur importance dans votre vie était une illusion créée par leur propre ego. Et maintenant que vous n'êtes plus là, cette illusion se dissipe, laissant derrière elle un vide impossible à combler. La fracture invisible s'étend dans leur fierté. Ils ne peuvent plus prétendre que tout va bien, parce que ce qui les détruit vraiment n'est pas l'absence en soi, mais ce qu'elle symbolise. Ils découvrent que leur présence dans votre vie n'était pas aussi grande qu'ils l'imaginaient, qu'ils n'étaient pas indispensables, ni spéciaux, ni irremplaçables, que le monde continue de tourner parfaitement sans eux, que vous continuez à respirer, à avancer, à exister, sans avoir besoin d'eux. Cela les empoisonne, parce que quelqu'un qui se croit le centre de tout ne peut supporter l'idée d'être insignifiant. Ils commencent alors les tentatives maladroites pour reprendre le contrôle. Ils vérifient vos réseaux sociaux, cherchant désespérément une preuve qu'ils ressentent encore quelque chose. Ils publient des messages indirects déguisés en messages inoffensifs, cherchant à provoquer une réaction, n'importe quel signe qu'ils peuvent encore avoir une influence sur vous. Mais il n'y a rien, le silence devient leur pire punition. Pas une dispute, pas une bagarre, pas un drame spectaculaire. Juste le vide absolu de votre indifférence. Et c'est à ce moment-là que la fracture se transforme en ruine. Ils essaient de se justifier, ils s'accrochent à l'idée que ce n'était pas si grave, que vous faites sûrement du théâtre, que ce ne peut pas être définitif. Mais le pire, c'est que c'est le cas. Non pas parce que vous avez voulu les punir, mais simplement parce que vous n'avez plus besoin d'eux. Et c'est une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Le coup final arrive lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont aucun moyen de réparer ce qu'ils ont fait,
que cette fois, leur importance n'a pas suffi à vous arrêter, qu'il n'y a eu aucune supplication, aucune colère, aucun drame, juste une sortie silencieuse qui a tout dit sans avoir besoin de mots. Et là, à ce moment-là, ils comprennent ce qui les a vraiment brisés. Ce n'était pas votre absence, c'était de découvrir qu'en réalité, ils n'ont jamais été aussi importants qu'ils le croyaient. Ce qui leur donnait autrefois du pouvoir se sent maintenant comme une malédiction, parce qu'il n'y a plus rien qu'ils puissent faire, sauf porter la certitude qu'ils ont joué avec quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Et maintenant, ils l'ont perdu pour toujours. 6. Gueule de bois émotionnelle qui entraîne sa fausse sécurité. L'arrogance est comme une drogue. Tant que l'effet dure, il vous fait vous sentir invincible, au-dessus de tout, immunisé contre les conséquences. Mais quand l'effet s'estompe, tout ce qui reste est un vide accablant, une gueule de bois émotionnelle qui ne peut être ignorée. Et lorsque vous disparaissez, lorsque vous vous éloignez sans préavis, sans drame, sans laisser une porte entr'ouverte, ce vide devient son pire ennemi. Au début, ils ne le ressentent pas. Ils continuent à se mouvoir avec la même attitude insouciante, convaincus que rien n'a changé. Ils s'entourent de bruit, de distractions, de tout ce qui peut leur faire croire que tout est toujours sous contrôle. Mais le problème avec la fausse sécurité, c'est que c'est juste ça, faux. Et une fois que le masque tombe, il n'y a aucun moyen de le remettre. La gueule de bois commence lentement. Une piqûre dans l'orgueil quand ils voient que vous continuez votre vie comme si de rien n'était. Un malaise persistant quand ils remarquent que vous ne leur prêtez plus attention. Une brûlure sur la peau quand ils réalisent que leur absence dans votre monde n'a laissé aucun vide. Mais le pire est encore à venir. Parce que la gueule de bois émotionnelle n'est pas seulement la culpabilité, ce n'est pas seulement le regret. C'est le sentiment que quelque chose leur échappe et qu'ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter. L'ego se bat de toutes ses forces. Ils résistent à accepter la réalité. Ils se disent que ce n'est qu'une question de temps, que vous reviendrez éventuellement. Mais le silence persiste, leur rappelant à chaque seconde que ce n'est pas vous qui attendez, c'est eux. Ils essaient de se rassurer avec l'idée qu'ils ont encore des options. Ils cherchent la validation ailleurs, essayent de se distraire avec de nouvelles interactions, de nouveaux visages, de nouvelles conversations. Mais rien ne correspond. Parce que la gueule de bois ne vient pas de la solitude, mais de l'absence de quelque chose qui comptait vraiment. Et quand ils acceptent finalement qu'ils l'ont perdu, le véritable châtiment arrive. La réalité devient un poids insupportable. Parce qu'alors qu'ils essayaient de faire semblant que cela ne les affectait pas, le poison continuait à couler. Et maintenant, quand ils regardent autour d'eux, ils réalisent que tout a changé. Ils n'ont plus le contrôle, ils n'ont plus votre attention, ils n'ont plus le pouvoir de vous faire réagir. C'est à ce moment-là que tout devient insupportable pour eux, parce que la gueule de bois n'est pas seulement émotionnelle, elle est existentielle. Ils ne sont plus la personne qu'ils pensaient être. Avant, ils pensaient qu'ils étaient intouchables, que rien ne pouvait ébranler leur monde. Mais maintenant, au milieu de leur propre désastre interne, ils découvrent que la fausse sécurité sur laquelle ils s'appuyaient n'était que de la fumée. Certains tenteront de lutter contre le sentiment. Ils feront des mouvements désespérés, chercheront n'importe quelle excuse pour forcer une conversation, pour provoquer une réaction. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand quelqu'un part vraiment, il n'y a aucun message qui puisse le ramener. D'autres se laisseront simplement submerger par le poids de leur propre vide. Parce que ce qui fait mal, ce n'est pas seulement de vous perdre, c'est de réaliser qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de cette situation. La gueule de bois émotionnelle devient leur plus grand châtiment, un rappel constant qu'ils ont joué avec ce qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Et maintenant, ils n'ont d'autre choix que de vivre avec la douleur de ce qu'ils ne pourront jamais récupérer. Parce que la différence entre eux et vous est simple, vous avez continué à avancer. Eux, en revanche, restent coincés dans la gueule de bois de leur propre erreur. 7. Écho implacable d'un nom qui ne répond plus. Il y a des sons qui tourmentent. Certains parce qu'ils sont trop forts, d'autres parce qu'ils sont insupportablement silencieux. Mais le pire de tous
est l'écho d'un nom qui obtenait auparavant une réponse et qui rebondit maintenant seulement dans le vide. C'est la punition finale. Parce que pendant longtemps, chaque mot, chaque geste, chaque présence avait un effet. Il suffisait de t'appeler, d'apparaître dans ta vie de manière fortuite, de lâcher une phrase répétée pour récupérer ton attention. Ils se sont habitués à ce que tu sois toujours là, toujours disponible, toujours accessible. Ils n'ont jamais envisagé un scénario où leur nom ne signifierait plus rien. Mais maintenant, tout ce qu'ils reçoivent en retour de leur tentative est le silence le plus froid. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas un seul signe que tu continues à regarder dans leur direction. Et ce vide se ressent comme un coup sec dans la poitrine. Au début, ils pensent que c'est temporaire. Ils se disent que tu prends juste un peu de temps, que tu répondras à tout moment, qu'ils n'ont pas pu perdre leur place dans ta vie si facilement. Mais le temps avance, et chaque jour qui passe sans réponse, sans signe de vie, sans possibilité de réparer ce qu'ils ont laissé briser, l'écho de leur propre insignifiance devient insupportable. La réalité les secoue avec une vérité qu'ils n'ont jamais voulu accepter. Ils n'ont plus accès à toi. Et le véritable enfer n'est pas la punition, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Parce que l'indifférence est la seule réponse qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Ce n'est pas une invitation à insister, ce n'est pas une provocation, ce n'est pas un jeu, c'est la fin. Ils essaient de faire du bruit, ils chercheront des moyens d'attirer ton attention, ils essaieront avec des sous-entendus, avec des messages déguisés en coïncidence, avec n'importe quelle excuse qui leur permettra de briser la barrière de silence qui les sépare de toi. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence n'est pas un accident. C'est la décision la plus brutale que quelqu'un puisse prendre. L'absence de réponse est la seule réponse qui compte. Et plus ils essaient de récupérer ce qu'ils ont perdu, plus il devient évident qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'écho de leur nom persiste, dans leur tête, dans leurs souvenirs, à chaque tentative de contact raté. Mais maintenant, ce nom n'appartient qu'à eux, parce que pour toi, il ne signifie plus rien. C'est la pire punition de toutes. Il n'y a pas de clôture, pas de seconde chance, pas de dernier acte où ils peuvent se racheter. Il ne reste qu'eux et l'écho de ce qu'ils étaient autrefois. Certains essaieront de résister. Ils s'accrocheront à l'espoir qu'à un moment donné, tout redeviendra comme avant. Mais la vérité est inébranlable. Les noms n'ont de pouvoir que lorsqu'il y a quelqu'un pour les écouter. Et le tien, pour eux, est devenu un écho vide qui ne résonne que dans leur propre conscience. Le cycle est complet. Là où ils avaient le contrôle, ils n'ont maintenant que l'absence. Et là où ils obtenaient des réponses, ils ne reçoivent maintenant que la leçon la plus froide de toutes. Il n'y a pas de pire destin que de devenir insignifiant dans la vie de quelqu'un qui t'a tout donné. C'est l'écho implacable, celui qui ne s'arrêtera jamais. 8. Panique absolue après avoir trop joué avec sa dernière chance. Il y a une vérité que les gens mettent du temps à comprendre. Les opportunités ne sont pas infinies. Elles se terminent. Elles s'épuisent sans préavis. Et quand elles le font, le coup est fatal. Ceux qui t'ont sous-estimé, ceux qui t'ont pris pour acquis, ceux qui ont joué avec ton temps et ta patience, n'ont jamais imaginé qu'un jour leur dernière carte resterait sur la table et qu'il n'y aurait plus de coup après celle-ci. Ils se sont confiés, croyant qu'ils pouvaient te tester, t'user, te pousser à la limite et pourtant que tu serais toujours là. Mais alors, sans avertissement, sans bruit, sans spectacle, tu as disparu. Et c'est là que la panique s'installe. Pas l'inconfort, pas la nostalgie, pas un simple regret passager. Panique absolue. Parce que ce n'est plus seulement l'absence, c'est la certitude que cette fois, c'est pour toujours. D'abord, ils essaient de se convaincre qu'ils ont encore le contrôle. Ils pensent qu'avec le temps, tout se mettra en place, qu'ils peuvent te chercher quand cela leur convient, que tout est une question d'attendre le bon moment pour réapparaître. Mais les jours passent, les semaines avancent et la vérité devient impossible à ignorer. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de seconde chance. Et c'est là que la peur se transforme en désespoir.
Ils relisent d'anciennes conversations, lisent des messages passés dans l'espoir de trouver une trace de cette personne qui les a toujours attendus. Mais tout ce qu'ils trouvent, c'est la preuve de leur propre négligence. Ils se souviennent des fois où ils t'ont ignoré, des moments où ils t'ont fait sentir comme une option secondaire, des jours où ils t'ont traité avec indifférence. Et tout à coup, tout cela se sent comme de la dynamite qu'ils ont eux-mêmes placée dans les fondations de ce qu'ils avaient avec toi. Et le plus cruel, c'est que ce qui les tourmente le plus n'est pas que tu sois parti, c'est que tu l'aies fait sans regarder en arrière. Si tu avais dit au revoir, si tu avais dit quelque chose, si tu avais laissé une porte entrouverte, ils auraient au moins une excuse pour croire qu'ils ont encore une chance. Mais le silence est impitoyable. Il n'y a pas d'explication, pas de signe que tu continues à regarder dans leur direction. Juste du vide. L'ego se bat. Il essaie de les tromper, de les faire croire qu'ils peuvent te récupérer s'ils font le bon mouvement. Alors ils essaient. Un message, un appel, une excuse bon marché pour réapparaître. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que lorsqu'une opportunité se termine, il n'y a pas de geste qui puisse la ramener. Et c'est là que la panique se transforme en défaite. Non pas parce que tu leur as dit que tout était fini, mais parce que tu n'as même plus besoin de le dire. Ils le sentent, ils le savent. Et ce sentiment est insupportable. Parce que quelqu'un qu'ils avaient une fois dans la paume de leurs mains est maintenant hors de portée. Les opportunités ne s'annoncent pas quand elles sont sur le point de se terminer. Il n'y a pas d'alarme, pas d'avertissement, pas de sablier visible. Elles se terminent simplement, et celui qui n'a pas su en profiter reste coincé dans l'enfer de sa propre négligence. Certains essaieront de fuir le sentiment, de le noyer dans des distractions, de combler le vide avec quelqu'un d'autre. Mais la vérité est inévitable. Ils ont tout perdu. Et ils l'ont perdu à cause de leur propre faute. C'est la véritable punition. Pas la haine, pas la rancœur, pas le mépris. La punition est de savoir qu'ils ont trop joué et que maintenant le jeu est terminé. Et cette fois, pour toujours. Nous vivons dans un monde où le bruit ne s'arrête jamais. Les soucis te suivent partout, l'anxiété s'immisce dans ta routine et le stress semble inévitable. Tu réagis automatiquement à ce qui se passe autour de toi, perdant le contrôle sur tes émotions et décisions. Mais, t'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si, au lieu de réagir, tu commençais à maîtriser ton esprit? La plupart des gens cherchent des solutions externes pour apaiser le chaos interne, mais les véritables changements commencent à l'intérieur. Le problème n'est pas le monde, mais comment tu l'affrontes. Les stoïciens ont compris que la clé d'une vie stable n'est pas d'éviter les problèmes, mais de renforcer l'esprit pour les affronter avec discipline et clarté. Aujourd'hui, tu apprendras comment transformer l'anxiété en pouvoir, développer une mentalité qui ne se brise pas face à l'adversité et agir avec discipline, non pas avec une motivation éphémère. Tu découvriras que rien ne peut te renverser si tu renforces ton intérieur et que le destin ne se combat pas, mais se comprend et s'utilise à ton avantage. Ce n'est pas un autre discours de motivation vide. C'est un guide pratique pour reprendre le contrôle de ta vie, entraîner ton esprit et cesser d'être l'esclave de tes émotions. Si tu veux laisser derrière toi la frustration, prendre des décisions sans peur et trouver la paix dans un monde bruyant, il est temps d'agir. Ta transformation commence maintenant. Numéro 1. Transforme l'anxiété en pouvoir, la clé d'un esprit inébranlable. L'anxiété est un feu intérieur. Elle peut consumer et détruire, ou bien elle peut nourrir un esprit résilient et concentré. La différence entre les deux dépend de la façon dont vous y faites face. Ce n'est pas l'anxiété en soi qui vous arrête, mais la manière dont vous réagissez à elle. Les stoïciens comprenaient que la souffrance ne provient pas des événements extérieurs, mais de l'interprétation que nous leur donnons. L'esprit est le champ de bataille. Et si vous apprenez à canaliser l'anxiété au lieu de la craindre, vous découvrirez une force qui semblait auparavant inaccessible. La plupart des gens
essaie d'éviter l'anxiété, la réprime ou l'anesthésie avec des distractions. Mais ce qui est ignoré ne disparaît pas. Il se renforce seulement dans l'ombre. La seule façon de vaincre la peur est de la traverser. Au lieu de vous demander « Pourquoi je me sens comme ça ?», demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» L'anxiété n'est pas votre ennemi. C'est un signal qu'il y a quelque chose que vous devez affronter. Au lieu de la voir comme un obstacle, utilisez-la comme un rappel que vous avez la capacité d'agir. Les stoïciens enseignaient que le contrôle n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont nous y répondons. L'anxiété devient paralysante lorsque vous vous identifiez à elle, lorsque vous croyez qu'elle définit qui vous êtes. Mais la réalité est différente. Vous n'êtes pas votre anxiété, vous êtes celui qui décide quoi en faire. Marc Aurèle disait « Si quelque chose d'extérieur vous perturbe, le problème n'est pas dans la chose en soi, mais dans votre jugement à son sujet. Et vous avez le pouvoir de changer ce jugement. Chaque pensée de peur peut être transformée en une opportunité de renforcer l'esprit. Le secret est de changer de perspective. L'anxiété est de l'énergie, une force qui peut être redirigée. Au lieu de la laisser vous consumer, transformez-la en action. Si vous ressentez de l'anxiété avant un défi important, cela signifie que cela vous importe. Utilisez ce sentiment pour mieux vous préparer, pour vous concentrer, pour affiner votre détermination. Au lieu de voir l'anxiété comme un frein, utilisez-la comme carburant. Respirez profondément, ressentez l'inconfort et avancez quand même. L'anxiété n'est pas une condamnation, c'est un défi. Chaque fois que vous affrontez la peur, vous vous renforcez. Chaque fois que vous décidez d'agir malgré l'inconfort, vous vous prouvez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Ne luttez pas contre l'anxiété en essayant de l'éradiquer. Transformez-la en un moteur qui stimule votre croissance. Le contrôle de l'esprit n'est pas atteint en éliminant la peur, mais en apprenant à vivre avec elle sans la laisser vous dominer. Le pouvoir est d'accepter que l'anxiété existe, mais de ne pas lui donner le contrôle sur vos décisions. Lorsque vous apprenez à l'observer sans réagir immédiatement, elle devient un rappel de votre capacité à surmonter n'importe quelle situation. Vous ne pouvez pas empêcher l'anxiété d'apparaître, mais vous pouvez décider quoi en faire. Si vous lui résistez, elle grandira. Si vous la prenez comme une opportunité de croissance, elle deviendra un allié. La clé d'un esprit inébranlable n'est pas l'absence d'anxiété, mais la capacité de la transformer en force. Ne laissez pas l'anxiété contrôler votre destin. Utilisez son énergie pour construire un chemin solide et avancer sans peur. Numéro 2. Arrête de réagir. Commence à maîtriser ton esprit. Le problème n'est pas ce qui se passe autour de toi, mais comment tu réagis à cela. La plupart des gens vivent en mode automatique, se laissant emporter par les circonstances sans se rendre compte que chaque réaction impulsive est une perte de contrôle. Combien de fois as-tu pris des décisions sous l'effet de la colère, de la peur ou de la frustration pour le regretter ensuite? Maîtriser l'esprit ne signifie pas réprimer les émotions, mais apprendre à les observer sans se laisser contrôler par elles. Les stoïciens comprenaient que la clé de la sérénité réside dans la capacité à répondre avec raison et non avec instinct. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes qui t'affecte. » Une personne qui maîtrise son esprit n'est pas celle qui ne ressent jamais de colère, mais celle qui choisit quoi faire avec. La véritable force ne réside pas dans la réaction, mais dans la pause que tu prends avant d'agir. Imagine être au milieu d'une tempête. Les émotions incontrôlées sont comme des rafales de vent qui te poussent dans toutes les directions. Si tu t'accroches à elles, elles t'emporteront sans pitié. Mais si tu restes ferme, si tu deviens l'ancre au lieu du bateau à la dérive, rien ne pourra te secouer.
Le monde extérieur est chaotique, mais en toi peut exister le calme si tu décides de le cultiver. Le problème est que beaucoup de personnes réagissent sans réfléchir. Un commentaire offensant, une critique, une mauvaise nouvelle, et ils perdent immédiatement le contrôle. Ils se mettent en colère, se plaignent, agissent sans mesurer les conséquences. Mais la réaction impulsive est un acte de faiblesse. Celui qui réagit sans contrôle est un esclave de ses émotions. Celui qui apprend à s'arrêter avant de répondre devient le maître de son destin. Pour arrêter de réagir et commencer à maîtriser ton esprit, tu dois pratiquer la pause. La prochaine fois que tu ressens de la colère, arrête-toi. Observe l'émotion sans la juger. Demande-toi, qu'est-ce que je gagnerais à répondre impulsivement? La plupart du temps, la réponse sera rien. Le calme n'est pas de la soumission, c'est du pouvoir. Lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu te donnes l'opportunité d'agir avec intelligence plutôt qu'avec instinct. Marc Aurèle avait bien compris que l'esprit est la dernière forteresse. Personne ne peut te retirer le contrôle de ta façon de penser, à moins que tu ne le permettes. Chaque jour, la vie mettra des épreuves devant toi. Des personnes qui essaieront de te provoquer, des situations qui éveilleront ton impatience, des circonstances qui défieront ta stabilité. Mais c'est là le véritable test. Non pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont tu décides de l'affronter. Si tu veux maîtriser ton esprit, entraîne ton autocontrôle comme un muscle. Lorsque tu ressens l'envie de réagir, respire et attends. Ne laisse pas une émotion momentanée détruire ce que tu as construit. Choisis d'agir avec raison, avec clarté, avec stratégie. Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu comprends que la réactivité est un piège qui t'éloigne de ton but. La paix intérieure ne se trouve pas dans un monde sans problème, mais dans un esprit qui a appris à les affronter avec fermeté. Si tu contrôles tes réactions, tu contrôles ton destin. Ne laisse pas les provocations extérieures dicter ton état mental. La véritable liberté commence lorsque tu décides d'être le maître de ton esprit et non l'esclave de tes émotions. Numéro 3. Comment trouver la paix dans un monde bruyant? Nous vivons dans une ère de bruit constant. Une information saturée, des notifications incessantes, des opinions sans filtre et des soucis qui s'accumulent sans relâche. Le monde moderne est un torrent de distractions qui volent la tranquillité et entraînent l'esprit à être dans un état permanent d'alerte. Mais voici la vérité. Le bruit externe n'est pas le problème, mais l'incapacité à trouver le silence en soi. La paix ne se trouve pas en fuyant le chaos, mais en apprenant à y être immunisé. Les stoïciens comprenaient que la sérénité ne dépendait pas de l'environnement, mais de la manière dont on y faisait face. Marc Aurèle a gouverné un empire en temps de guerre et de peste, mais sa force résidait dans sa capacité à garder l'esprit serein au milieu de la tempête. Il ne cherchait pas à éliminer le chaos, mais à y faire face avec équanimité. Et c'est la clé. La paix ne se cherche pas, elle se construit de l'intérieur. Le problème est que la plupart des gens essaient de trouver la tranquillité dans des choses externes. Voyages, divertissements, relations ou même isolement. Mais rien de tout cela n'élimine le bruit interne. Si l'esprit est agité, peu importe combien l'environnement est silencieux, le chaos sera toujours présent. La seule solution est d'apprendre à apprivoiser l'esprit, à réduire le désordre mental avant d'essayer de changer ce qui est à l'extérieur. La première étape est de choisir à quoi vous prêtez attention. Si vous consommez des informations qui ne génèrent que de l'anxiété, vous devenez le reflet de ce chaos. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. » L'appliquer signifie que ce n'est pas le bruit qui vous vole la paix, mais le pouvoir
que vous lui donnez sur vous. La question est, laisserez-vous l'extérieur dicter votre état intérieur? Au lieu de lutter contre le bruit du monde, apprenez à coexister avec lui sans laisser contrôler votre esprit. Si vous attendez que tout autour de vous soit parfait pour trouver la paix, vous serez pris dans une illusion. Le monde ne cessera pas d'être bruyant. Il y aura toujours des distractions, des défis et des crises. Mais si vous développez la capacité de filtrer ce qui est sans importance, vous trouverez la tranquillité même au milieu du tumulte. La deuxième étape est d'apprendre à créer des espaces de clarté mentale. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de réserver des moments d'introspection. Les stoïciens pratiquaient l'art de la contemplation, l'exercice d'observer les pensées sans réagir à elles. Vous n'avez pas besoin d'une retraite spirituelle pour y parvenir. Vous pouvez trouver la paix n'importe où si vous entraînez votre esprit pour cela. Quand tout autour de vous est un tourbillon de chaos, respirez. Ne réagissez pas immédiatement. Ne laissez pas les opinions, les problèmes des autres ou les attentes externes envahir votre tranquillité. Un moment de pause peut faire la différence entre agir avec sagesse ou se laisser emporter par la confusion. La vraie paix n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité de garder le calme en soi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est un état interne, une décision consciente de ne pas laisser le monde extérieur dicter votre bien-être. Les stoïciens le savaient. Celui qui maîtrise son esprit trouve la sérénité dans n'importe quelle circonstance. Choisissez la tranquillité. Non pas parce que le monde cessera d'être bruyant, mais parce que vous avez décidé de ne pas faire partie de ce bruit. Numéro 4. Avancez avec discipline, pas avec motivation. La motivation est fragile. Elle arrive avec force, mais disparaît tout aussi facilement. Un jour, vous vous sentez inspiré et plein d'énergie pour conquérir le monde. Et le lendemain, l'excitation s'estompe et tout semble être un fardeau. C'est ainsi que fonctionnent les émotions. Elles sont volatiles, imprévisibles et peu fiables. Si vous dépendez de la motivation pour avancer, vous serez coincé dans un cycle interminable de hauts et de bas, où votre progression dépendra de votre envie ou non. Mais il y a quelque chose de plus puissant, quelque chose que les stoïciens ont parfaitement compris. La discipline. La discipline n'a pas besoin d'inspiration ni d'émotion momentanée. C'est la décision consciente de faire ce qui doit être fait, quel que soit l'état d'esprit, sans dépendre du désir. C'est se lever et accomplir ce qui est nécessaire, même les jours où tout semble difficile. Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme, a écrit « Le matin, quand tu te lèves avec paresse, souviens-toi, je me lève pour faire le travail d'un être humain. » Il ne parlait pas d'attendre de se sentir motivé, mais de se rappeler la responsabilité d'agir sans excuse. Voici la différence fondamentale. La motivation est une émotion. La discipline est une habitude. L'une s'estompe, l'autre persiste. Lorsqu'une personne base ses actions sur la motivation, elle cherche constamment des stimuli externes pour se mouvoir. Des vidéos inspirantes, des discours motivants, des citations de réussite. Mais rien de tout cela ne remplace la capacité d'agir quand on n'en a pas envie, quand tout en vous veut abandonner et que, malgré tout, vous continuez. La clé d'une vie forte et structurée n'est pas de faire ce qui est juste lorsque vous vous sentez inspiré, mais de le faire même lorsque vous n'avez pas d'énergie. La discipline est un muscle, et comme tout muscle, elle se renforce par la répétition constante. Plus vous agirez sans dépendre de l'enthousiasme, plus il sera facile de le faire automatiquement. Cela devient une partie de vous. Imaginez deux personnes qui veulent améliorer leur physique. L'une se base sur la motivation. Les premiers jours, elle s'entraîne avec enthousiasme
mais dès qu'elle perd son excitation, elle arrête. L'autre personne, en revanche, s'engage dans la discipline. Elle s'entraîne avec ou sans envie, avec ou sans inspiration. À la fin, qui obtiendra des résultats? La discipline gagne toujours. Pour développer une mentalité stoïcienne, vous devez comprendre que la vie n'attend pas que vous vous sentiez prêt. Si vous n'agissez que lorsque vous vous sentez motivé, vous serez un esclave de vos émotions. Mais si vous développez l'autodiscipline, vous prendrez le contrôle de votre destin. Soyez maître de vos actions. Ne dépendez pas de l'impulsion momentanée. N'attendez pas d'avoir envie d'avancer. Agissez. La motivation est un luxe. La discipline est une nécessité. Faites ce que vous devez faire, non pas parce que vous vous sentez inspiré, mais parce que vous avez décidé de le faire. Lorsque vous comprendrez cela, vous arrêterez d'attendre des moments idéaux pour commencer. Il n'y aura pas d'excuses, pas de report, seule l'action constante. Et c'est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent. Numéro 5. Rien ne peut te faire tomber si tu te renforces. La plupart des gens craignent l'échec, le rejet, l'incertitude. Ils se sentent vulnérables face à la vie parce qu'ils ont construit leur forteresse sur l'extérieur, sur l'approbation des autres, sur des circonstances favorables, sur la stabilité qu'ils croient avoir assurée. Mais tout cela est fragile. À un moment donné, la vie secouera tes fondations et mettra à l'épreuve ta résistance. Si ta force dépend de facteurs externes, quand ceux-ci disparaissent, tu t'effondreras. Mais si tu construis une mentalité inébranlable, rien ne pourra te faire tomber. Les stoïciens comprenaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu as, mais dans qui tu es quand tu perds tout. Épictète, qui est né esclave et est devenu l'un des grands philosophes de l'histoire, disait « Ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils se passent comme ils se passent et tu vivras en paix. » Sa force ne venait pas de la chance, mais de sa capacité à accepter la réalité et à s'y adapter sans se plaindre. Le problème est que beaucoup de gens pensent que la force vient de l'extérieur. Ils s'accrochent à des relations, à des emplois, à des possessions, comme si cela leur donnait de la sécurité. Mais la vraie sécurité n'est pas d'avoir quelque chose, mais de savoir que, quoi qu'il arrive, tu resteras debout. Comment y parvenir? En entraînant l'esprit à résister, à accepter, à avancer, sans dépendre de conditions idéales. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réaction. L'adversité ne détruit que celui qui n'a pas appris à la voir comme un défi. Si tu prends chaque coup de la vie comme une opportunité de croissance, alors chaque obstacle te rendra plus fort au lieu de t'affaiblir. Le secret est d'arrêter de fuir la douleur et d'apprendre à la transformer en résistance. Imagine un arbre au milieu d'une tempête. Le vent le frappe avec force, la pluie essaie de le déchirer, mais ses racines sont profondes. Peu importe la force de la tempête, il reste debout. C'est ainsi que doit être ta mentalité, inébranlable face à la vie. Cela ne signifie pas que tu ne ressens pas de douleur ou de peur, mais que rien de tout cela n'aura le pouvoir de t'arrêter. La force ne se construit pas dans les moments faciles, mais dans les défis. Celui qui cherche le confort tout le temps s'affaiblit sans s'en rendre compte. Mais celui qui affronte les difficultés avec détermination se renforce à chaque obstacle. La question n'est pas de savoir si la vie te mettra à l'épreuve, mais si tu seras prêt quand elle le fera. Ne cherche pas à rendre le monde plus facile. Rends-toi plus fort. N'attends pas que les problèmes disparaissent. Développe la capacité de les affronter. La vie frappe tout le monde, mais seul celui qui n'a pas travaillé sur sa force intérieure s'effondre. La résilience n'est pas quelque chose avec laquelle on naît, c'est quelque chose que l'on construit. Et elle se construit chaque fois que tu décides de ne pas abandonner, chaque fois que tu continues à avancer
quand tout semble aller contre toi. Rien ne peut te faire tomber si tu as appris à résister. Numéro 6. Le destin ne se combat pas. Il se comprend et s'utilise à son avantage. La plupart des gens sont en guerre avec la réalité. Ils luttent contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, résistent à l'inévitable et se frustrent lorsque les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. Mais cette résistance ne génère que de la souffrance. La vie suit son cours, peu importe combien vous vous opposez. Et c'est là que réside la différence entre celui qui s'épuise inutilement et celui qui avance intelligemment. Le premier se bat contre l'inaltérable, le second le comprend et l'utilise à son avantage. Accepter le destin ne signifie pas se rendre ni se contenter, mais comprendre qu'il y a des forces hors de votre contrôle qui continueront leur cours. Vous pouvez faire des plans, tracer des stratégies, mais le monde ne tournera pas en fonction de vos désirs. Au lieu de gaspiller de l'énergie à combattre l'inmodifiable, apprenez à vous adapter et à transformer chaque circonstance en une opportunité. La rigidité vous brise, la flexibilité vous permet de survivre. Imaginez que vous perdez votre emploi du jour au lendemain. Vous pouvez vous enfoncer dans le désespoir, vous lamenter sur l'injustice et résister à la nouvelle réalité, ou vous pouvez accepter la situation et chercher des alternatives. La vie ne s'arrête pas pour ce que vous avez perdu, mais elle vous donne l'opportunité de reconstruire quelque chose de nouveau. L'acceptation n'est pas la résignation, c'est l'intelligence appliquée. Beaucoup de gens s'accrochent à une idée de comment les choses devraient être, et quand la réalité ne correspond pas à leurs attentes, ils souffrent. Ils se mettent en colère pour le passé, pour les décisions des autres, pour des événements qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais le temps qu'ils passent à se plaindre est du temps qu'ils pourraient utiliser pour avancer. Accepter le destin, c'est arrêter de se lamenter pour ce qui ne peut pas être changé et se concentrer sur ce qui est encore possible. Les obstacles seront toujours là. La différence réside dans l'attitude avec laquelle vous les affrontez. Si vous voyez les problèmes comme des tragédies, ils vous paralyseront. Si vous les voyez comme des défis, ils vous renforceront. Tout dépend de la perspective. Un même événement peut être la fin ou le début de quelque chose, selon comment vous l'interprétez. Pensez à une rivière qui rencontre un rocher sur son chemin. Elle n'essaie pas de le déplacer. Elle ne s'arrête pas pour se plaindre. Elle coule simplement autour de lui et continue. C'est ainsi que doit être votre mentalité. Adaptable, résiliente, inébranlable. La rigidité vous brise, la résistance inutile vous épuise, mais l'adaptabilité vous maintient en mouvement. Vous ne pouvez pas changer les circonstances, mais vous pouvez changer la façon dont vous y répondez. Accepter le destin ne signifie pas être passif. Cela signifie observer ce qui se passe, comprendre son impact et prendre des décisions avec clarté. Si vous vous accrochez à ce qui n'a pas été, vous perdez l'opportunité de créer quelque chose de mieux. La vie ne demandera pas si vous êtes d'accord avec ce qui se passe. Elle continuera simplement. La question est, continuerez-vous à lutter contre l'inévitable ou apprendrez-vous à vous déplacer avec lui? Celui qui comprend le destin cesse de le voir comme une condamnation et commence à l'utiliser comme un outil de croissance. Chaque expérience, même les plus douloureuses, peut être la base de quelque chose de plus grand. Si vous résistez, vous souffrirez sans raison. Si vous l'acceptez intelligemment, vous trouverez des moyens d'en tirer parti. Ne laissez pas la rigidité vous empêcher d'avancer. Adaptez-vous, coulez avec les changements et trouvez comment utiliser chaque situation à votre avantage. Parce que le destin ne se combat pas, il se comprend, se façonne et devient un allié. Numéro 7. Vivre sans peur du chaos. Comment penser comme un stoïcien? Le chaos est une partie inévitable de la vie.
Peu importe à quel point tu es organisé, combien de plans tu as, ou combien tu essaies de contrôler ton environnement, il y aura toujours des imprévus, des défis et des moments d'incertitude. La plupart des gens craignent le chaos parce qu'ils l'associent à une perte de contrôle. Mais le véritable problème n'est pas le chaos en lui-même, mais la façon dont tu l'interprètes. Tu ne peux pas éliminer le désordre du monde, mais tu peux apprendre à l'affronter avec une mentalité forte, sans te laisser consumer. Penser comme un stoïcien signifie comprendre que le chaos n'est pas ton ennemi, mais une constante de la réalité. Tu ne peux pas éviter que des problèmes surviennent, mais tu peux décider comment réagir face à eux. Au lieu de voir le désordre comme une menace, accepte-le comme une partie de l'existence. La résistance au changement ne génère que de la souffrance inutile. La rigidité te brise, la flexibilité te permet d'avancer. Quand tu vis avec la peur du chaos, tu deviens une personne fragile. Tu cherches la sécurité en tout, tu t'agites facilement et tu es paralysé quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Mais la sécurité absolue est une illusion. Aucun plan n'est infaillible, aucune routine n'est inébranlable. Le monde continuera à bouger de manière imprévisible et ta seule option réaliste est de t'adapter sans perdre l'équilibre. Les stoïciens avaient un principe fondamental. Le contrôle interne est la seule chose que tu possèdes réellement. Tu ne peux pas décider ce qui se passera demain, mais tu peux contrôler comment tu fais face à chaque situation. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te critiquer, mais tu peux choisir si tu prends ces mots comme une attaque ou comme une opportunité d'apprentissage. La différence entre quelqu'un qui se noie dans le chaos et quelqu'un qui le maîtrise réside dans la façon de le percevoir. La peur du chaos naît du désir que tout soit stable, de la croyance que les choses doivent rester sous contrôle. Mais si tu acceptes que la vie est incertaine, tu cesses de souffrir pour ce qui n'a jamais été entre tes mains. La peur s'affaiblit lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le monde, tu as juste besoin de te contrôler toi-même. Pense à l'océan. Les vagues sont imprévisibles, elles peuvent être douces ou violentes, mais un bon navigateur n'essaie pas de les arrêter. Au lieu de cela, il apprend à se mouvoir avec elles, à lire leur rythme, à utiliser leur force à son avantage. C'est ainsi que fonctionne l'esprit stoïcien. Il n'essaie pas de changer la nature du monde, mais de la comprendre et de s'y adapter intelligemment. Chaque fois que tu fais face au chaos avec sérénité, tu te renforces. Chaque fois que tu choisis le calme au milieu du désordre, tu démontres que tu n'es pas l'esclave des circonstances. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec clarté et détermination. Penser comme un stoïcien, c'est se rappeler que la vie n'est pas conçue pour te faire plaisir. Il y aura des difficultés, des injustices et des moments de confusion. Mais au lieu de gaspiller de l'énergie à te plaindre, utilise-la pour construire un esprit fort. L'adversité ne disparaît pas, mais elle cesse d'avoir du pouvoir sur toi lorsque tu décides de l'affronter sans peur. Si tu t'habitues à voir le chaos comme un maître plutôt qu'un ennemi, chaque obstacle deviendra une opportunité de croissance. Ne laisse pas l'incertitude te paralyser. Bouge avec elle, apprends d'elle et utilise-la pour devenir quelqu'un de plus fort. Parce que la vie ne consiste pas à éviter le chaos, mais à apprendre à te mouvoir en lui avec intelligence, patience et contrôle. Numéro 8. Contrôle ce que tu peux. Lâche ce que tu ne peux pas. Une grande partie de la souffrance humaine provient de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Les gens sont obsédés par le changement du comportement des autres, par la modification de circonstances qui sont hors de leur portée, par la résistance à des réalités qui sont déjà un fait. Et, dans ce processus, ils se frustrent, s'épuisent et perdent de l'énergie dans des luttes inutiles.
Mais voici la vérité. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne le font pas. La différence entre le calme et le chaos mental réside dans la reconnaissance de ce qui est quoi. Le problème est que la plupart des gens vivent comme si tout était sous leur contrôle. Ils se fâchent quand quelqu'un agit de manière inattendue. Ils se sentent victimes de la chance. Ils pensent qu'ils peuvent forcer les autres à changer. Mais c'est une bataille perdue. Prétendre dominer ce qui ne t'appartient pas est une condamnation à la frustration. En revanche, celui qui apprend à se concentrer uniquement sur ce qu'il peut gérer trouve la liberté, la paix et la clarté. Pense à un archer. Sa responsabilité est de tendre la corde, de viser avec précision et de lâcher la flèche. Mais une fois que la flèche a été tirée, il n'a plus de contrôle sur le vent, la distance ou tout imprévu. Il ne peut contrôler que sa préparation, sa technique et son exécution. Il en va de même pour la vie. Tu peux te préparer, agir avec intention, donner le meilleur de toi. Mais une fois que quelque chose sort de tes mains, t'inquiéter est inutile. La clé est de développer la sagesse pour distinguer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. Tu peux contrôler tes pensées, tes actions, tes décisions et la façon dont tu interprètes les événements. Mais tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, le comportement des autres, ni les circonstances extérieures. Si tu te concentres sur la première, tu gagnes en pouvoir. Si tu es obsédé par la seconde, tu perds de l'énergie en vain. Quand tu apprends à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, la vie devient plus légère. Cela ne signifie pas que tu es indifférent, mais que tu comprends qu'il y a une différence entre faire de ton mieux et t'accrocher à l'impossible. Tu peux faire ta part, mais tu ne peux pas forcer les résultats. Tu peux donner ton avis, mais tu ne peux pas contrôler comment il sera reçu. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu ne peux pas le forcer à te rendre ton amour. Chaque fois que tu te sens frustré par quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce sous mon contrôle ou non? Si c'est le cas, fais ce qu'il faut pour l'améliorer. Si ce n'est pas le cas, laisse-le partir. Lutter contre l'inévitable est comme essayer d'arrêter la pluie avec les mains, inutile et épuisant. La vraie paix ne vient pas de l'évitement des problèmes, mais de l'apprentissage à répondre uniquement à ce qui est vraiment entre tes mains. Imagine combien tu serais plus libre si tu arrêtais de te soucier de ce que tu ne peux pas changer. Imagine la tranquillité d'accepter ce qui ne dépend pas de toi plutôt que de souffrir pour cela. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe dans la vie, mais tu peux contrôler comment tu y fais face. Tu ne peux pas changer les gens, mais tu peux décider qui t'entoure. Tu ne peux pas éviter qu'il y ait des obstacles sur ton chemin, mais tu peux choisir comment les surmonter. Quand tu apprends cette leçon, tu cesses de te sentir victime et tu deviens quelqu'un de fort. La clé n'est pas d'essayer de tout contrôler, mais d'apprendre à lâcher ce qui ne te concerne pas et à agir avec détermination sur ce qui le fait. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la manipulation du monde à ton avantage, mais dans la maîtrise de ton esprit pour répondre avec clarté et fermeté à toutes circonstances.